Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Alors, 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville, à l'animation aujourd'hui Pierre Pajot. Et je suis en compagnie de Guillaume Lafleur. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Pierre. Guillaume vient nous parler d'un livre. Vous savez qu'à Radio Centre-Ville, on parle aussi des livres. Il en paraît quand même un certain nombre. En particulier qui parle de cinéma québécois. Là. Je sais qu'on avait fait le Sylvain Garel et son FLQ, bon, etc. Et donc, on aime bien faire connaître, faire défendre aussi les ouvrages qui apportent un regard sur le cinéma d'ici et d'ailleurs. Et donc, le livre de Guillaume Lafleur se nomme « Va voir ailleurs ». T'expliques dans ton introduction, hein, tu fais ton petit jeu de mots ici, là. Se levant parfois là où on disait qu'il n'y avait rien à voir. L'idée, c'est la question du regard. C'est de voir ailleurs. C'est, Bien sûr, en fait... c'est pas un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Il y a un plaisir et un clin d'œil à proposer ce titre-là pour, on va dire, chapeauter cet ouvrage-là qui est, en fait, le résultat d'articles écrits au fil des ans que j'ai mis ensemble. Je suis pas journaliste. J'ai écrit un peu quand ça me tentait sur des films en particulier. Des années plus tard, entre les premiers textes qui sont publiés dans le livre et maintenant, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut lier certains des textes que j'ai écrits? J'en ai écrit des nouveaux. Et l'idée, quand même, de façon générale, c'était soit de prendre le contre-pied de la critique sur certains films qui sont abordés dans le livre. Je pense à un film sur la série concernant Che Guevara de Soderbergh, qui était quand même une production qu'on va dire un peu mainstream, peut-être un des derniers films de Coppola qui date tout de même d'un certain temps, Youth Without Youth. Bon, il y a une section américaine qui a été quand même beaucoup commentée par la critique, mais Va voir ailleurs, ça veut aussi dire, par exemple, aborder des films vus dans des contextes d'un point de vue québécois, montréalais décalé, dans un festival à Buenos Aires, il y a une petite section comme ça. Il y a aussi simplement abordé, plus généralement, je dirais, des films qui n'ont pas eu droit à une sortie en salle au Québec. Là, mon ami, tu peux en avoir plusieurs. Parfois, ils ont des sorties, tu sais, mais comme un festival du film. C'est ça. Là, faut que tu l'attrapes. Là. Tu vas à Cinémania ou tu vas au Nouveau Cinéma. Hein, Maxime, qui est aussi un adepte de ces festivals, il pourrait t'en témoigner. C'est sûr, souvent, c'est... Juste mentionner aussi cet ouvrage qui s'appelle « Va voir ailleurs », un sous-titre qui est « Essai », pluriel, sur les cinémas du siècle nouveau, donc 2000-2022, qui situe un espèce de cadre. Il y a juste comme peut-être le film de Lanzmann, Shoah, qui échappe un peu à ce cadre en partie. Oui, en partie. Puis le film d'Alanis Obonsawin. Ah oui, Alanis, bien sûr, sur la... Kanesatake, 270 ans de résistance, qui a été fait un peu avant, oui. Mais qui me semble encore intéressant de commenter aujourd'hui, soit parce qu'ils avaient... dans le cas d'Alanis, été reçu, mais sans aller dans le détail de la proposition cinématographique à leur époque. Dans le cas de Lanzmann, tout simplement, c'est tellement une proposition de documentaire qui sort du lot puis qui prend du temps avant d'être, je pense, assimilée, comprise, que la réception de ce film-là, encore aujourd'hui, est d'actualité. As-tu réussi à voir les 10 heures de Shoah, toi, mon ami? Oui, j'ai réussi à voir ça. Bon, alors moi, c'est pas mon cas. C'est un défi d'écriture. J'en ai vu un certain nombre de grands passages, en plein documentaire aussi qu'il y avait sur la monteuse, mais effectivement, tu as raison, c'est une proposition cinématographique. On peut penser à Wiseman, on peut penser à d'autres, mais lui, compte tenu du sujet, je vous rappelle, Shoah, vous savez tous, chers auditeurs, on parle de quoi? Donc, les camps de concentration nazis, et ce réalisateur, lui, a pris une décision, c'est d'aller se coller au plus près des gens qui l'ont vécu, de recueillir les témoignages avant que souvent que les gens d'ailleurs ne décèdent, et d'accumuler une documentation qui fait un effet assez... c'est à la fois très dry, en bon québécois, mais en même temps très efficace. Oui, il y a en fait, je dirais, ce que je disais à l'instant, Pierre, un défi d'écriture lié au fait de simplement écrire sur Shoah en se coltaillant à la puissance du contenu historique qui est abordé par des témoignages pris sur le vif dans ce film-là. Donc, il
il y a forcément un peu de travail de décantement à faire à titre de spectateur, évidemment, surtout si on veut écrire sur ce film-là, qui implique parfois quelques années entre le visionnement et le texte qu'on écrira sur le film. Puis ensuite, ce qui m'intéressait dans le film de Landsman et qui a peut-être à voir avec la pratique documentaire encore aujourd'hui, un aspect pertinent, très pertinent ou actuel du film de Landsman, c'est que le projet du film, le film en train de se faire, est partie prenante de son résultat. Donc, on voit Landsman se filmer, on voit ses impasses, ses tentatives d'obtenir des témoignages, toutes les difficultés du tournage qui deviennent aussi partie prenante du film et, jusqu'à un certain point, son sujet aussi. Donc, au-delà même du sujet qui est extrêmement troublant, extrêmement pertinent, il y a aussi sa démarche de documentariste qui, moi, à titre, on va dire, de critique, m'interpelle beaucoup. Oui. D'ailleurs, ce que tu fais avec lui, ce que tu fais à l'occasion aussi, c'est que tu ouvres, par exemple, je sais que tu nommes Wiseman, puis tu nommes Kökun, et bien sûr, Kökun n'est pas un cinéaste très connu. Mon ami Robert Daudelin, lui, me dirait, Pierre, voyons. Et c'est son ami. Alors donc, mais sérieusement, en nommant Kökun et Wiseman, pour moi, je trouve ça intéressant. C'est comme t'indiques une visée, là. Tu sais, c'est comme, on voit bien quel genre de documentariste on parle. Ben, c'est intéressant évidemment, Pierre, je travaille à la Cinémathèque, je dirige la programmation. Forcément, mes années de formation, au moment où j'écris une partie des textes qui sont reproduits dans ce livre-là, sont des années où je fréquente très, très avidement la Cinémathèque québécoise. Avant d'y travailler, plusieurs années avant, il y a eu une rétrospective Wiseman. Il y a plus de 20 ans. Il y a eu une rétrospective Van der Koken aussi, accompagnée par Robert Daudelin à l'époque. Ça a été des chocs à titre de jeunes spectateurs qui ont nourri plusieurs textes là, qui abordent les documentaires dans ce livre. Et Wiseman, ça m'a un peu guidé. En plus, continue. C'est qui? C'est-tu le moderne là, qui va présenter... il fait toujours un film par année. Ah oui, il est... Mais je suis curieux, justement, tu fais la ligne entre peut-être des plus anciens cinéastes, des cinéastes plus récents. C'est quoi ton point de vue sur le cinéma des années 2000? Parce que est-ce qu'il y a réellement une distinction à faire entre ce qui s'est déjà fait et ce qui s'est fait, qui se fait présentement? Ben, il n'y a pas évidemment un seul point de vue sur le livre. Sur le livre, non. Il n'y a pas un seul point de vue dans le livre et il n'y a pas un seul point de vue sur le cinéma des années 2000. Ce serait vraiment impossible, je pense, d'aller dans cette direction-là. Par contre, il y a un fil conducteur qui traverse le livre, qui a à voir avec l'avènement du numérique. Oui. Ça touche autant le documentaire que la fiction, ça touche les pratiques cinématographiques en général. Ça transforme aussi la manière de positionner le cinéma, je pense, à titre de critique, à titre de personne qui écrit sur le cinéma, face à l'ensemble du monde des images en mouvement, face aux mass médias. Le cinéma est obligé de se repositionner. Oui. Les images sont diffusées autrement, donc c'est à la fois des enjeux de diffusion, des enjeux de production, mais ça influe aussi le style. C'est pour ça que je parle un petit peu du mouvement Dogma à certains moments dans le livre. Je l'avais un peu oublié, puis quand je suis allé relire mes textes qui commençaient à prendre la poussière dans les recueils de revues, certains textes ont été écrits dans le Spirale au début des années 2000, c'est pas conservé à BANQ, donc ça devient un peu difficile de les retrouver. C'est une raison pour laquelle aussi je trouvais ça intéressant. Un des textes que j'aime bien, évidemment, c'est non, je les aurais pas publiés, je trouvais ça intéressant de les mettre en livre. Et ça m'a frappé à quel point je passe beaucoup de temps à parler des petites caméras. Typiquement, le mouvement Dogma, qui était animé par Lars von Trier en particulier, Thomas Winterberg, ce sont des films qui brouillent de plus en plus les pistes entre ce qui relève du cinéma professionnel et le cinéma amateur. Évidemment, les petites caméras numériques du début des années 2000 sont jusqu'à un certain point très proches de l'image vidéo, donc une idée qu'on se fait du cinéma non professionnel, abordable, peu cher. Par ailleurs, quelqu'un comme Robert Morin au Québec faisait ça depuis longtemps. Mais ce geste-là, de créer un manifeste, de créer un groupe autour de Dogma, où on va dire, le dogme, en gros, on tourne avec des petites caméras, avec des acteurs parfois professionnels, parfois non, sans décor, sans maquillage, dans des lieux réels. C'est un peu une manière de repenser aussi le cinéma direct, les nouveaux cinémas, à l'ère du numérique. Et pour moi, ça me permet de faire le lien avec
ce qui est pertinent dans la production de cinéma d'auteur au début des années 2000 et une histoire du cinéma plus convenue, les canons de la nouvelle vague, le cinéma direct. Où est la continuité entre les deux? Ben, ça se joue entre autres là-dessus, au-delà du sujet. Donc c'est peut-être un peu formaliste, un peu une valorisation de la technique qui prend le dessus sur le contenu des films, mais en même temps, ça nous instruit beaucoup du devenir du cinéma. Donc un des liens forts du livre qui nous permettent d'appréhender les années 2000, c'est l'avènement du numérique, la légèreté de production des films via les petites caméras. Et puis, la question pertinente, Maxime, il y a dans cet ouvrage-là une postface. Et en particulier, c'est à ce moment-là où tu relis un peu et tu parles même, question qui me touche beaucoup, la question des salles de cinéma. Oui. Effectivement, il est certain que c'est aussi relié en partie à la situation difficile, bon, la COVID qu'on a connue et tout ça. Et aussi, Maxime, effectivement, il fait ce lien, etc. Il termine même en parlant d'un sujet qui me touchait beaucoup, c'est-à-dire, c'est quoi, l'analyse des films, du langage au même titre, etc., en mouvement contre un point, donc presque un plaidoyer pour l'enseignement du cinéma, hein, de façon intelligente. Et c'est bien. Moi, quand j'enseignais, j'avais mon plan de cours, puis il y avait une phrase d'André Bazin. Le cinéma, comme tout langage, doit s'apprendre. Ça, j'avais mis ça en 1970. Mon ami Levert l'a repris après. Oui, mais c'est incontournable. Bon, André Bazin. Le cinéma, virgule, comme tout langage, virgule, doit s'apprendre. Hey, c'est simple, hein? Mais ça dit quelque chose. Ça dit qu'effectivement, et surtout, j'ajouterais, pour ce cinéma que tu défends, Guillaume, très souvent, tu sais, par des gens que je connais bien, à qui j'ai enseigné, en Aymon ou Denis Côté, tu sais, nuit numéro 1, les États nordiques, peu importe curling, comme tout langage, hein? Il y a un langage, définitivement. Ouais. C'est des gens qui s'expriment avec des choix esthétiques, de cadrage. Hein? C'est intéressant, Pierre, que tu mentionnes Anémon puis Denis Côté. Je n'avais pas pensé à ça, mais tu as enseigné à les deux, puis les deux sont abordés dans le livre. C'est écrit Aymon sur la couverture. Bon, je suis désolé pour Bernard, ça viendra. Moi aussi, quand j'ai vu Aymon, j'ai pensé à Bernard, mais bien franc. Mais bien sûr, en ouvrant l'ouvrage, je vois que c'est ma chère Anne qui... mais Anne aussi, Bernard aussi aurait pu mériter d'y être à sa façon. Tout à fait. En fait, avec ses documentaires. Tout à fait. C'est une raison. J'aime beaucoup son dernier film. Mais c'est une raison un peu simple de graphiste, là, où j'ai posé la question. Ah oui, c'est vrai qu'on va penser à Bernard Aymon, puis au fond, c'est Anne. Mais après ça c'était valable aussi pour Le Sage. On aurait pu penser à son frère Jean-François. Mais ici, ta table des matières, fiction québécoise, Anne Aymon, et là, Denis Côté, Forcier et Philippe Lesage. Encore une fois, 4 noms, effectivement, de cinéastes, même un plus vieux, guillemets, là, André Forcier, mais Marc-André, c'est vraiment un créateur. Marc-André, c'est un de nos vrais grands créateurs, poètes. Et donc, c'était bien aussi de... Je trouvais important d'écrire sur Forcier. Oui, Denis Côté, Forcier, mais ça, un côté de l'autre. Moi, je suis d'accord, je vois ça. C'est évident. Il y a des prolongements, il y a des raccords. Je trouve que dans le film que j'aborde, je me souviens, il y a une liberté de ton, un renouvellement de sa pratique cinématographique, un refus d'aller vers un récit linéaire, un côté même baroque qu'on a toujours vu dans le cinéma de Forcier, mais qui se renouvelle fortement, qui m'a surpris et qui m'aide aussi à mettre en perspective le travail des 3 autres cinéastes que j'aborde dans cette partie-là, qui sont des cinéastes de ma génération, Philippe Lesage, Denis Côté, puis Anémon. Donc, Forcier me semble quelqu'un encore... Il y a encore un film qui s'en vient. C'est ça. Il y a beaucoup de films devant lui encore. Écoute, au moins un. Mais... C'est Roger Frappier qui m'a dit l'autre fois, là, c'est lui qui vient de lui aider. Là. Mon cher Marc-André a trouvé des problèmes, la production, et Roger s'est impliqué, va y aider, va y trouver le moyen de sortir. Je suis certain qu'il va y avoir des pépites d'or là, dans un film de Forcier, il y en a toujours, et ça sera encore une fois un objet à découvrir. Dans les autres blocs intéressants, il y a, on parlait de Continuons le Québec, documentaire québécois, Michel Lamotte, Céline Barry, Épopée. Épopée, je connais le nom, mais je peux pas dire que je savais exactement ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Maxime, Épopée, ça dit de quoi? Il me semble qu'on les a même déjà eu en entrevue il y a bien des années, plusieurs années. C'était pas comme dans le cinéma engagé qu'ils faisaient des choses, l'autre, c'était quoi? C'est un cinéma très politisé. En fait, je dirais qu'au
c'est un groupe qui s'est constitué autour de la production du film Homme à louer, qui était réalisé par Rodrigue Jean. Donc, Rodrigue Jean est un des acteurs principaux, sinon la figure tutélaire du groupe. Ensuite, il y a des documentaristes qui faisaient partie de ce groupe qui ont fait Cavalier seul, comme Hubert Caronguay, que peut-être vous connaissez. Oui, je connais le nom, oui. Au montage, une des personnalités importantes à titre de monteur dans le cinéma québécois actuel, Mathieu Bouchard-Malo, était aussi membre du groupe. Et donc, ils ont été, on va dire, des activistes du cinéma documentaire pendant quelques années, d'abord en suivant des personnages de la rue, surtout autour du quartier Centre-Sud, des itinérants, des travailleurs du sexe, à cheval entre la fiction et le documentaire. Au moment où ils faisaient ces tournages, qui sont devenus des longs métrages, ils ont commencé en diffusant leurs films à titre de court-métrage, puis par bloc narratif, ils ont constitué quelques longs métrages. Donc, ils étaient assez ambitieux, finalement, parce que dans la finalité, je crois qu'il y a eu 4 longs métrages avec ce groupe-là. Et il y a eu ensuite le Printemps érable qui est advenu au moment où il tournait. C'était ça aussi dont j'ai plus entendu parler. Ouais. Il y a eu un certain nombre de films sur le Printemps érable. Mais dans ma tête, il y avait un lien, là, quelque part, épopée Printemps érable. Le film sur le Printemps érable, je pense que c'est probablement la proposition la plus aboutie sur le sujet. Et c'est un film d'action. Donc c'est un film où il n'y a pas de voix off, où tout ce qu'on voit, c'est un montage successif de toutes les manifs qui ont eu lieu, par exemple, Printemps érable à Montréal. Tourner un peu de biais, c'est-à-dire filmer à des endroits, il connaissait très bien la rue. Il filmait le quartier où avaient lieu la plupart des manifestations depuis plusieurs mois. Quand les manifestations ont eu lieu, on simplement continué à filmer. Un peu en retrait des journalistes, donc tu vois aussi les médias qui couvrent l'événement de jour en jour. Ce qui finit par être une sorte de toile dont on dirait, c'est un peu ma théorie farfelue quand j'écris sur ce film-là dans le livre, dont on dirait que c'est mis en scène par le groupe Épopée, c'est-à-dire qu'ils ont pris tellement un point de vue de retrait. Là, je viens de comprendre ton lien. OK. Oui, un point de vue de retrait sur ces manifs-là, qu'ils sont en mesure de vraiment montrer à la fois la couverture médiatique sur le terrain et, disons, le mouvement des foules, le mouvement de la police, le mouvement des manifestants. C'est assez fascinant. Ça se regarde comme un film d'action. Je me rappelle, chers auditeurs, nous sommes en compagnie de Guillaume Lafleur, de la Cinémathèque québécoise. Un plaisir d'être là, Pierre. Hein? Un plaisir d'être là, Pierre. Ben écoute, on est du bon monde, à Radio Centre-Ville. On est un des derniers, Maxime, à vraiment s'intéresser au cinéma, on va en parler. Oui, c'est pas Maxime. Effectivement, mais en fait, viens voir. J'avais une question pour toi, Guillaume. Oui. Justement, tu disais qu'il y avait des textes qui, ça faisait quand même quelques années, un peu qui traînaient. Est-ce qu'il y a eu un travail de... Est-ce que tu as vu ton point de vue sur certains films changer et est-ce que tu as beaucoup retravaillé certains textes? C'est une bonne question. Je tiens à dire que je voulais rester fidèle à la personne que j'étais il y a 20 ans, il y a 22, 23 ans. Pour ce qui est des textes les plus anciens, le plus ancien date de 2000 quand même. J'avais 23 ans. Donc, j'avais malgré tout le souci. On fait de l'édition. C'est comme faire de la post-production en cinéma. On veut qu'à l'étalonnage, les couleurs soient cohérentes de bout en bout. Au niveau du style, il y a eu un affinement de certains textes, simplement parce que c'était peut-être plus laborieux, à mon avis, moins abouti, ou du moins, j'écris plus de la même manière. Puis à un moment donné, mon style s'est un peu plus fixé autour de 2010. Je dis ça comme ça. Donc, ça fait en sorte que les textes qui sont un peu plus anciens, je les ai retravaillés au niveau du rythme, du style, mais j'essaie de rester fidèle à ce que je disais à l'époque. Je suis pas en... Si j'étais vraiment en désaccord avec ce qui se trouvait dans les textes, ben tout simplement, il serait pas dans le livre. C'est ça. Donc, je retravaillais un peu le style, mais pour le reste, c'est tel quel. Non, il y a une très, très, très grande cohérence. J'emploie le mot cohérence, là, on pourrait l'employer pour un film. Je l'emploie pour ton ouvrage parce que vraiment, j'ai passé à travail. Parfois, des cinéastes que je connais pas au moins, mais c'est comme si ce que tu écris, la façon dont tu écris, ça lit tout ça. Ah, ben là, il me reste quelques minutes. Moi, je mets de valeur, il faut que je te parle. Là. Il y a des cinéastes, là. Bon, moi, je suis un fan assez fini du cinéma roumain. À chaque année, j'allais à Cannes puis j'écrivais. J'ai retrouvé des textes que j'avais écrits ici. Donc, encore une fois, là, je parle en particulier la mort de Dante Lazarescu. Écoute, moi, là, je suis sorti de là à Cannes, c'est sûr, je viens de voir un chef-d'œuvre, j'en revenais pas. Et le pire, je me rappelle, c'était dans un certain regard. Qu'est-ce que ça fait là? C'est une compétition officielle. Mais tu sais, quelques années plus tard, un cinéaste dont tu n'as pas parlé, là, en certain regard, Balagov, un cinéaste russe. Moi, là, c'est mon autre coup de foudre. Ça, ce cinéaste-là, Tesnota, puis
une jeune fille, j'ai écrit, en tout cas, c'est écœurant comment j'ai... Et donc, bref, et après ça, j'ai vu tous les autres Roumains, un policier adjectif, j'ai aimé ça. J'ai écrit là-dessus, bien sûr. 4 mois, 3 semaines, ça, c'est trop facile à dire. Et, ça, c'est mais il y a vraiment... Moi, j'aimais ça parce que dans mes jeunes années, tu sais, moi, je suis né, on découvrait le cinéma suisse, le cinéma japonais, puis on avait l'impression, tout à coup, à un moment donné, écoute, on va-tu en découvrir un nouveau cinéma national qui a une réelle cohérence stylistique, thématique aussi, et le cinéma roumain est celui qui, pour moi, s'est imprimé le plus fort. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, donc, encore une fois, l'exemple roumain. Oui, on est entièrement d'accord là-dessus, Pierre. Je ne sais pas si j'ai quelques secondes pour dire quelque chose. Oui. Simplement, je me pose la question dans le livre, au tournant des années 2000, des cinémas nationaux. Qu'est-ce qu'il en est des cinémas nationaux à l'ère de la mondialisation, de la chute, évidemment, de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, dont faisait partie, évidemment, la Roumanie. Et la Roumanie a une expérience historique particulière qu'elle prend à bras-le-corps dans ses films. Oui. Et c'est l'exemple le plus cohérent que j'ai trouvé à travers l'histoire des cinémas nationaux telle qu'elle se déploie depuis les années 2000. Et qui a à voir peut-être aussi avec la façon dont le cinéma a été enseigné. Je sais que pour connaître des étudiants, en fait, ils sont tous issus de la même école de Bucarest. La même école de Bucarest. Ils ont tourné en pellicule jusqu'à tardivement. Les profs travaillent main dans la main avec la Cinémathèque de Bucarest. Puis il y a une sorte de sas artistique dans cette école qui a peut-être contribué à ce que ça se déploie de manière aussi cohérente. Et qui, encore aujourd'hui, s'illustre dans les festivals. Encore une fois, c'est le cinéma qui nous intéresse, mais en même temps, de revenir... Ils ont vécu, eux aussi, leur révolution. Il y a une conscience historique dans leur grand rêve communiste, puis le désenchantement et tout ça. Mais la façon dont ils l'abordent, c'est toujours... J'appelle ça des vrais films, moi, dans guillemets. Ouais. C'est comme... Toujours des traitements cinématographiques pour parler de sujets. Bon, il me fait signe. 1 minute. Guillaume, 1 minute. Là. Comment on fait, Pierre, pour tabarnouche. Ça va dans tous les sens, ce livre, puis on essaie de parler de 20 ans de cinéma. Comment conclure? Parler longtemps, parce que c'est là, mon autre gros coup de foot dont tu parles, c'est Gélan. Ah oui. Tu sais que moi, j'ai donné le prix, là. Moi, ça s'appelait à Cannes, le film que j'ai donné. Win-win. En tout cas, c'est moi qui ai donné le prix, puis j'ai une photo avec Gélan, et je suis très fier de ça. Il a ri de mes jokes, etc. Non, mais moi, Gélan, dès que j'ai vu ses premiers films, Le Climat, Zach, j'ai dit, ces deux-là dont tu parles, j'ai dit, waouh, là, je t'en face encore une fois là, d'un autre, là. Là, il en arrive quand même encore des vrais écrivains de cinéma, là. Et sa façon de travailler. Ce qui me frappe, c'est combien l'innovation dans le cinéma aujourd'hui, dans le cinéma, disons, des cinéphiles, le cinéma d'auteur, passe par des détails, par des manières de filmer qui sont subtilement, on va dire, une perversion des standards. Mm-hmm. Par exemple, la représentation des odeurs chez Célan. Parfois, simplement, des scènes où il se passe très peu de choses, puis un personnage fait un truc bizarre. Par exemple, il est obsédé dans Usac par les souliers d'une personne qui reçoit chez lui, puis il déplace des souliers. Il n'y a pas plus que cette information-là dans la scène qui peut durer plus d'1 minute. Et je dois dire, Pierre, que c'est le seul texte dans le livre qui m'a pris 10 ans à écrire. Ouais. J'arrivais jamais à finir le texte. Écoute, moi, je peux te dire que... À comprendre la particularité de sa mise en scène, que je comprenais comme spectateur, mais comme auteur, j'avais vraiment du mal. Écoute, je suis à Cannes, jury Fipresci, on a quelques films, dont Mommy et Winter Sleep. Et là, on se tiraille le cerveau, puis finalement, écoute, j'ai dit, c'est clair. J'ai rien contre Mommy, mais j'ai dit, il faut défendre la Fipresci, on se posait défendre quelque chose qui amène. Et il y a des segments incroyables de par là. C'est comme... Ça met à l'épreuve le spectateur, ce à quoi Robert Daudelin serait toujours bien d'accord. Et donc, on l'a récompensé. Et je suis très heureux que dans ton ouvrage, il y a donc une belle section qui t'a pris 10 ans à écrire, mais une belle section. C'est juste quelques pages, donc je m'en vante pas. 10 ans pour 5 pages. Mais Célan méritait qu'on prenne le temps. Oui. Selon moi, oui. Et donc, c'est... Là, évidemment, on n'a pas eu le temps de mentionner, chers auditeurs, tous les malheureusement, autres. Pierre... Pierre. Merci. Allez lire, vous allez découvrir d'autres cinéastes. Et aussi, n'oubliez pas d'aller fréquenter la Cinémathèque, aller voir les films. Peut-être qu'il va en avoir un autre dans 20 ans. Je l'espère.